interne, avec une difficulté supplémentaire, c'est que les Algériens n'avaient plus le droit de chercher des alliés à l'extérieur pour se défaire de cette colonisation, puisque c'est une colonisation interne, et donc c'est censé être un pays libre, des représentants du peuple algérien qui sont élus, et on ne peut légitimement pas demander, par exemple, aux Nations Unies de se pencher sur la question, comme ça a été le cas durant la guerre d'Algérie contre la présence française, où les instances internationales pouvaient intervenir, puisqu'il y avait c'était une colonisation extérieure. Là, c'est une colonisation interne, mais les ressorts sont les mêmes. C'est une petite poignée de parasites qui accaparent l'intégralité de tous des leviers du pouvoir financier, économique, médiatique, et qui en spolient le peuple sans que celui-ci ait la possibilité de se défendre, puisque le pouvoir en place est censé être l'émanation du peuple algérien. Si on fait une Mais analyse... les réalités sont vraiment les mêmes. Très bien. Si on fait une analyse chronologique, M. Lounis, est-ce que vous pensez vraiment que De Gaulle a vraiment dicté les éléments constructeurs de l'indépendance de l'Algérie? Dans une question aussi complexe que celle-là, on peut pas être aussi catégorique et lapidaire que ça. Ce que je dis simplement, c'est que, et ce qui est incontestable, parce que tout ce que je dis est le fruit de déclarations des principaux concernés. Moi, je n'invente rien, je ne reprends que les déclarations des témoins de première importance, des gens concernés, et je mets leurs déclarations bout à bout. Et la réalité qui en découle, c'est que, et c'est pratiquement incontestable, c'est que général de Gaulle, et c'était parfaitement logique à l'époque, c'était qu'il aide à l'installation d'un pouvoir algérien indépendant, mais très proche de la France. Donc il lui fallait des hommes pour incarner ce pouvoir algérien. Il lui fallait des troupes, et il en avait à sa disposition parce qu'il y avait un certain nombre d'officiers algériens, dans l'armée française, qu'il a fait déserter opportunément juste quelques mois avant l'indépendance, et qui ont infiltré toutes les structures du FLN à la frontière, sous le commandement de Boumedienne. Et puis, il fallait un homme politique de premier rang. Ils ont identifié Ben Bella comme le maillon faible parmi les grands dirigeants de l'époque, qui a accepté de jouer le jeu. Et est-ce que M. Ben Bella a accepté de jouer le jeu, ou il a été manipulé, comme vous le dites, par M. Hervé Bourges? Dans une manipulation, le manipulé accepte quand même de se faire manipuler. Je veux dire, il lui a pas tordu le bras, il n'a pas fallu insister très longtemps pour le convaincre que le destin qu'il lui promettait était quand même plus intéressant que celui de leader de second rang qui devait être le sien. Donc vous effectivement, qu'il y a eu un deal entre les deux hommes? J'en suis persuadé. Évidemment, je n'ai aucun document. Ce genre de choses, pour ce genre de choses, il n'y a jamais de documents écrits qui peuvent attester de cette réalité. Mais toutes les déclarations de tous les dirigeants de l'époque, des responsables français, amènent à cette conclusion. Maintenant, il reste des témoignages qui pourraient être donnés d'Algériens. Malheureusement, les Algériens, les témoins algériens de l'époque
ne sont pas très très loquaces et les différents ouvrages qui sortent de mémoire de combattants sont très 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 peu riches en grandes révélations, mais je suis persuadé qu'il y a des témoignages qui pourraient être donnés qui attestent cette réalité-là. Moi, j'ai rencontré un dirigeant qui l'a approché à l'époque, c'était Maître Ossédic, qui m'a affirmé que beaucoup de responsables de la Fédération de France étaient persuadés que Ben Bella jouait ce jeu-là et que Hervé Bourges, justement, a servi de pilote pour cette opération. Et comme je vous dis, dans le livre, je décris tout ça sur plusieurs chapitres. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut dire en quelques mots. Mais bon, moi, ma religion est faite sur la question. Je suis persuadé que Ben Bella est l'homme du général de Gaulle. Évidemment, une fois que l'indépendance de l'Algérie a été acquise, les choses ne se sont pas passées comme de Gaulle aurait souhaité, parce que derrière Ben Bella, il y avait d'autres loups, à savoir Boumedienne et Bouteflika. Mais il y a aussi beaucoup d'ouvrages qui relatent ces années équivoques où Ben Bella a été destitué par un coup d'État et où l'on dit aussi que De Gaulle a donné son aval pour ce coup d'État. Alors moi, évidemment, je n'ai pas tout lu et je n'ai pas la prétention de tout savoir. J'ai un ouvrage sous la main, M. Lounis, qui s'appelle Les grandes controverses du temps présent 45-65. Il a été écrit par Jacques Delaunay, édition Rencontre à Lausanne, où il écrit un complot est noué le 26 mai 1965 dans la villa de Menjelli. Boumedienne et ses amis décident de renverser Ben Bella et plus loin, le capitaine attend avec impatience la réponse décisive. Celle-ci lui sera remise le 10 juin. Le général souhaite que la coopération franco-algérienne se poursuive. Il ne veut en rien s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Algérie, mais souhaite que toute effusion de sang soit évitée. Ça, c'est une missive adressée au tout jeune ministre à ce jour-là. Des Affaires étrangères. Oui, c'était l'actuel président algérien, M. Bouteflika. Donc, il a donné quelque part son aval aussi pour ce coup d'État. Non, mais comme je vous dis, ce qui se passe après l'été 62, évidemment, ne correspond pas du tout à ce que aurait pu souhaiter De Gaulle avant l'été 62. Et Bouteflika, effectivement, qui était très très ambitieux et qui ne cachait pas ses ambitions, est devenu, c'était un ministre des Sports, c'était un ministre sans grande importance dans le gouvernement de Ben Bella. Il est venu en France en voyage officiel. À son retour à Alger, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Khamisti, est assassiné, est poignardé devant l'Assemblée nationale par on dit un déséquilibré. Alors, en tout cas, un assassinat qui tombait vraiment à pic pour les ambitions de Bouteflika. Donc, Khamisti est éliminé, il le remplace. Et à partir de là, Bouteflika est devenu effectivement très très proche du pouvoir français. Et il y a d'autres ouvrages qui racontent comment Bouteflika faisait un petit peu le VRP des intérêts économiques français, y compris lors des nationalisations. Belaïd Abdeslam raconte ça avec son style inimitable. Et donc voilà, Bouteflika est devenu un petit peu l'homme des intérêts français, et c'est devenu encore
c'était encore le cas lorsque Valéry Giscard d'Estaing était au pouvoir, et la disparition de Boumedienne est aussi énigmatique de ce point de vue-là, parce que Bouteflika, beaucoup d'hommes politiques de premier rang, dont l'ancien Premier ministre Abdelhamid Brahimi, dit que c'est un empoisonnement, et c'est un empoisonnement dans lequel Bouteflika n'est pas totalement étranger. Finalement, dans cette succession de nouvelles fracassantes, M. Lounis, en ce qui me concerne, et puis ça concerne aussi beaucoup de millions de jeunes Algériens qui sont nés après l'indépendance, toutes ces figures emblématiques qui ont marqué notre jeunesse, ces anti-impérialistes, finalement, c'était tous des hommes de la France. Vous parlez de Ben Bella, de Bouteflika, et puis vous avez aussi cité Boumaza comme étant un homme de la France. Oui, Boumaza, c'est un second couteau. Hein. Vous parlez d'ouvrage, il y a un ouvrage qui vient de paraître. Moi, je ne l'ai pas entièrement lu, je l'ai lu en diagonale, de Constantin Melnik. C'était l'homme des services secrets français aux côtés du général de Gaulle, et qui livre ses mémoires. Moi, je vous dis, j'ai pas encore lu le livre, donc je ne peux pas en parler de façon intelligente, mais apparemment les déclarations qu'il fait, d'après les échos que j'en ai, confirment à peu près tout ce que je dis dans mon livre, hein, à savoir que la pseudo-indépendance, enfin l'indépendance de l'Algérie telle que l'avait conçue de Gaulle était un épisode qui reste encore à découvrir dans ces dans ces parts d'ombre qui sont extrêmement nombreuses. Il y a un grand nombre d'officiers des renseignements. Il y a Roger Waibot qui a écrit ses mémoires et qui raconte que la Fédération de France, durant la guerre d'Algérie, était pratiquement, quasi intégralement contrôlée par la DST en France. La plupart des gens qui s'échappaient des prisons ne s'échappaient pas parce que ils avaient réussi à déjouer les surveillances, mais parce qu'on a bien voulu les laisser s'échapper. Voilà, donc je vous dis, hein, tout ça fait l'objet de 3 ou 4 chapitres de mon livre. Donc je ne peux pas résumer ça en quelques phrases, mais les services français contrôlaient une large part des réseaux de la résistance algérienne en France. Ils ont infiltré de façon... évidemment, c'est pas massivement qu'ils ont infiltré le FLN aux frontières. Ils sont quelques centaines de déserteurs de l'armée française, mais quelques centaines qui sortaient des écoles de guerre françaises, des officiers qui étaient instruits et donc qui étaient à des postes d'encadrement et qui ont pris tranquillement le temps de noyauter toute l'administration algérienne, et ça leur a pris, après l'indépendance, 20 ans. Au bout de 20 ans, ils ont éliminé tout ce que la révolution a nourri de patriotes, soit en les éliminant physiquement, soit en les exilant, soit en les récupérant. Et il n'y a qu'à voir ce qui reste aujourd'hui du pouvoir algérien. C'est un ramassis de gens malfaisants, prêts pas seulement prêts à détruire le pays, ils ont détruit le pays. Ce sont aujourd'hui le pouvoir, et c'est un pouvoir à la solde des intérêts étrangers.
Et comment vous décrire la situation